Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors les signes de tension se multiplient entre la Chine et Taïwan. Pendant que Washington avance ses pions dans la sphère Indo-Pacifique, l'île de Taïwan sera-t-elle prochainement au cœur d'un conflit militaire entre la Chine et les États-Unis? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et nous sommes très heureux pour répondre à cette question d'accueillir Monsieur l'ambassadeur François Chichung-Wu. Bonjour. Bonjour Clémence, très heureux d'être ici avec vous. Merci pour discuter les questions de Taïwan. Eh bien, d'abord, peut-être rapidement revenir, puisque vous l'entendez, chers amis auditeurs, monsieur l'ambassadeur a un très bon accent français. Peut-être rappeler quand même que vous êtes en France depuis longtemps, vous avez une formation, vous avez eu un doctorat en sciences politiques, un DEA de relations internationales, un autre de géopolitique. Donc vous êtes depuis combien de temps en France ? Alors là, ce que vous me parlez, c'était quand j'étais étudiant. Donc, Oui. Je suis venu en France en 89. J'y suis resté 9 ans, 10 ans. Et je suis reparti en 1998 pour devenir professeur des relations internationales et de la diplomatie à Taïwan. Et en 2016, j'ai été nommé le numéro 2, le vice-ministre des Affaires étrangères quand on a eu l'alternative politique à Taïwan, Madame Tsai Ing-wen, la première femme présidente élue du monde chinois. Donc je suis resté 2 ans et demi en étant vice-ministre des Affaires étrangères. Et en juillet 2018, Madame Tsai m'a demandé de venir en France pour être ambassadeur de Taïwan en France, pour améliorer les relations entre Taïwan en France et le monde francophone. Ce qui est très intéressant, je ne suis pas simplement ambassadeur de Taïwan en France, mais aussi également de 28 pays, surtout des pays de l'Afrique du Nord, mais que normalement, je ne peux pas s'y rendre. D'accord, c'est intéressant en effet. En tout cas, bon, nous on est là pour parler de diplomatie, des questions diplomatiques qui se jouent en ce moment parce qu'on est vraiment au cœur des tensions. Peut-être demander à Jean-Louis Tremblay de nous faire un petit résumé de ce qui se passe en ce moment. Oui, alors je pense qu'il faut faire peut-être un rappel historique, Ouais. puisque comme Monsieur l'ambassadeur vient de l'expliquer, Taïwan est un cas diplomatique et un sujet d'étude en relations internationales, dans la mesure où nous avons là un État de facto, mais au niveau juridique, Taïwan n'a pas de siège à l'ONU, ce qui complique évidemment les relations interétatiques. Donc, brièvement, Taïwan, en 1949, Mao Tse-tung prend le pouvoir, Chiang Kai-shek, son ennemi, quitte le continent pour l'île de Formose, puisqu'à l'époque on disait Formose, du nom portugais, avec ses troupes et leurs familles, et perpétue la République de Chine qui avait été créée en 1911 par Sun Yat-sen. Perpétue, je dis bien, c'est qu'il n'y a pas de création d'État, c'est une continuité. Mao Tse-tung prend le pouvoir en 1949. À partir de là, Taïwan bascule dans le camp occidental, c'est la guerre froide, et les États-Unis sont le principal allié. Jusqu'aux années 70, 1971, là, sous pression d'ailleurs du général de Gaulle un peu avant, dans les années 60, le monde entier va reconnaître, et l'ONU va reconnaître la Chine. La Chine va prendre le siège de Taïwan à l'ONU, et à partir de ce moment-là, Taïwan continue d'exister, mais de manière, je dirais, plus officieuse qu'officielle. Est-ce que c'est bien ça, monsieur l'ambassadeur ? Alors, je vais essayer de faire très simple, mais aussi essayer de faire comprendre ce que c'est Taïwan. Là, Jean-Louis tout à l'heure avait dit l'ancien nom de Taïwan, c'était Formose. Donc, on oublie tout le temps, parce que Jean-Louis vient de commencer par 1949, c'est vraiment le milieu, c'est l'époque moderne de Taïwan. Mais on oublie souvent que Taïwan a d'abord été européen au XVIIe siècle. C'était les Portugais, les Espagnols, les Hollandais qui se sont installés à Taïwan et ils n'ont pas fait de guerre. C'est-à-dire, ils sont venus à Taïwan, ils se sont installés et Taïwan appartenait à personne. Et après quelques années, les Chinois ont fait une grande guerre contre les Hollandais et ils ont conquis Taïwan. Les Qing, dynastie Les Qing. Qing, voilà. Donc là, il y a une grande guerre qui a été écrite dans tous nos manuels. Donc là, Taïwan a d'abord été européen et donc comme la Chine n'aimait pas
que Taïwan, Formose à l'époque, appartenait aux Européens, donc ils l'ont pris. On est entré dans une période de 200 ans chinoise, et après il y a eu encore une grande guerre. C'est au tour des Japonais de prendre Taïwan en 1895. Si vous connaissez bien l'histoire, c'était l'époque de la guerre Shimonoseki, le traité Shimonoseki. Ouais. Et pour la première fois, Taïwan a été unifié par les Japonais, parce que quand les Chinois étaient chez nous, comme il y avait trop de grandes montagnes, vous savez, il y a 268 montagnes au-dessus de 3000 mètres. C'est très difficile à contrôler tout Taïwan. En plus, il y avait des aborigènes qui étaient sur Taïwan. Donc, les Japonais ont été les premiers pays à contrôler tout Taïwan, jusqu'à l'époque que Jean-Louis vient de dire, en 1949, quand la Polynésie est venue s'installer à Taïwan. Alors, il y a une chose qu'il faut le dire. En 1949, quand Chiang Kai-shek avait perdu la guerre civile et est venu s'installer à Taïwan, Taïwan était encore un territoire japonais. Les Japonais ont abandonné uniquement la souveraineté de Taïwan en 1952 avec le traité San Francisco. Donc, la République de Chine, bien sûr, ce que Jean-Louis vient de dire, a été créée en 1911, mais a été perdue contre les communistes et est venue s'installer dans un territoire étranger qui était japonais. Ce qui a fait, après, nous, moi je le dis tout le temps, Taïwan, le Taïwan moderne, nous qui nous sommes actuellement, on est héritage de l'époque européenne, chinoise et japonaise. Donc il y a les valeurs européennes, nous partageons les valeurs démocratiques, la liberté, tout ça, qui fait partie de nous. Et il y a aussi la grande civilisation chinoise et puis la modernité japonaise. Alors, je dis souvent que Taïwan, bien sûr, le mot République de Chine fait important de l'identité taïwanaise, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Europe, il y a aussi Japon. Et surtout, Taïwan, maintenant, avec cette République de Chine, représente le bon côté de la civilisation chinoise. Donc, nous partageons toutes les valeurs durables, de liberté, de démocratie, et nous l'avons très bien réussi en utilisant ces pensées, ces moyens démocratiques, par exemple, l'année dernière, pour bien gérer la crise du Covid-19. On l'a montré. Donc jusqu'à il y a une brèche cette année au mois de mai, on n'a eu que 10 personnes décédées du Covid et 1000 personnes infectées. Maintenant, on est un peu plus, 800 personnes décédées, malheureusement, mais 16 000 personnes infectées, ce n'est pas beaucoup en comparant avec les autres pays. Taïwan, c'est un pays d'une population de 24 millions, c'est la taille de l'Australie. Donc, il faut imaginer qu'est-ce que c'est Taïwan. Le territoire, c'est comme la Hollande, et le PMB, c'est-à-dire le pouvoir économique de Taïwan, c'est un quart de la France. Vous voyez ? Donc, avec tout ça, nous avons tous les critères d'un État, mais tout simplement, la Chine a réussi à imposer leur idée pour que personne, il n'y a que 15 pays maintenant dans le monde qui le reconnaissent en étant un État normal. Oui, effectivement, il y a une sorte de lobbying diplomatique auprès des quelques États qui reconnaissaient Taïwan, qui se réduisent comme peau de chagrin suite aux pressions effectuées par Pékin. Ce qui est nouveau, la question de Taïwan est ancienne, comme on vient de le dire. Oui, effectivement, je ne voulais pas remonter au portugais, parce que on pourrait dire Ilha Formosa, qui veut dire la belle île. La belle île. Voilà, c'est ce que ça veut dire en portugais. Mais le replacer, parce que nous avons peu de temps, et je voudrais le replacer dans le contexte actuel. Le problème de Taïwan existe donc depuis 1949 et plus encore depuis 1971, pour les questions que nous venons d'évoquer. Pourquoi aujourd'hui est-ce que ce dossier revient dans l'actualité et sur la scène ? Alors, tout simplement parce que en 2019, au mois de janvier, l'occasion des vœux officiel, le président chinois Xi Jinping a dit que de toute façon, Taïwan devait redevenir chinoise et que, si possible, la réunification se ferait de manière pacifique, mais qu'elle redeviendrait chinoise, et ce, par tous les moyens. Et ce, par tous les moyens, évidemment, lourd de menaces. Et depuis 2 ans et demi, on voit très bien que l'étau se resserre, que les provocations navales et aériennes se multiplient, notamment ces 15 derniers jours, avec des incursions récurrentes dans la zone aérienne de défense, que par ailleurs, les États-Unis ont fait basculer le centre de gravité de l'OTAN de
de l'ouest vers l'est, de la terre vers la mer et de Moscou vers Pékin, avec un système finalement de néo-alliance otanienne qui s'appelle AUKUS pour Australie, Royaume-Uni, États-Unis, le Quad, les Five Eyes, autant d'alliances de renseignement qui visent à contrer l'expansionnisme chinois. Et évidemment, au milieu de ce jeu de Go, ou de cette partie d'échecs, comme on veut, il y a Taïwan, puisque Taïwan est en première ligne. Je rappelle que c'est à 160 km du continent. Oui. C'est à portée directe. Il y a eu des échanges d'artillerie jusque dans les années 54, 58 et même jusqu'à la fin des 70. Ouais. Taïwan était visé régulièrement par l'artillerie de l'armée populaire de libération. Est-ce que c'est bien ce qui se passe actuellement et je dirais une manœuvre d'intimidation, une pression comment est-ce que vous définiriez cette politique chinoise ? Alors, je voudrais revenir un petit peu pour dire il y avait un statu quo. Il y avait un statu quo dans le monde. C'est d'une certaine façon, par exemple, Taïwan recevait déjà des parlementaires français pour venir et la Chine ne protestait pas. Jusqu'à cette fois-ci, il y avait M. Alain Richard qui avait conduit une délégation du Sénat pour venir à Taïwan. Et ils ont fait une protestation très violente. Donc, avant, il y avait un statu quo, chacun respectait sa façon de vivre et qu'on ne craignait pas d'instabilité. Mais les Chinois, je crois avec M. Xi Jinping, ont voulu, parce que comme M. Xi maintenant se considère comme il voulait être la première puissance du monde, Jean-Louis tout à l'heure avait utilisé le terme de réunification. Alors je suis tout à fait opposé à ce terme qui est très souvent, ou c'est quasi tous les jours utilisé par... C'était une citation. Oui. Je le citais, c'était entre guillemets. Excusez-moi. Non, c'est pas... Tout à fait. Mais là, tout le monde utilise le mot réunification ou unification. En effet, je parlais tout à l'heure, Taïwan, vous savez, le Parti communiste chinois n'a jamais mis les pieds sur Taïwan. Donc, on n'a jamais appartenu à la Chine actuelle. On était chinois avant 1895, c'est tout à fait vrai, mais après, il y a eu aussi une époque japonaise. Si tout le monde se base sur une époque historique pour revendiquer tous les territoires, on n'en finira plus. Et donc, pour le moment, c'est une ambition de conquérir Taïwan. Le problème maintenant, c'est que quand tout le monde, on a été influencé par la Chine, donc tout le monde use soit le terme unification, réunification, ça donne raison aux Chinois de prendre Taïwan avec n'importe quel moyen. Donc moi, je trouve c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. En plus, le système politique à Taïwan, c'est totalement différent que je viens vous parler tout à l'heure en comparant avec la Chine. Alors, vous parlez dans les années, je crois que c'était jusqu'en 78. 78, c'est l'année où la Chine avait établi des relations diplomatiques avec les États-Unis. Les États-Unis avaient abandonné Taïwan. Mais vous savez, immédiatement, ce que la Chine a fait, ils ont envahi le Vietnam en 79. Donc, il y a eu la guerre du Vietnam. C'est-à-dire, les Chinois, à l'époque, ne se souciaient plus de cette alliance entre Taïwan et les États-Unis. Donc, ils ont mis toutes leurs forces sur le Vietnam. Donc, jusqu'à ce jour-là, c'est vrai qu'on avait des échanges de tirs, c'est-à-dire entre Taïwan et la Chine dans les petites îles de Taïwan. Kinmen et Matsu, qui étaient très près de la Chine, à 1 ou 2 km. Parce que tout à l'heure, on parlait que le détroit de Formose, c'était 160-180 km. Mais on a des petites îles qui sont encore très près de la Chine. Donc, il y avait encore des échanges de tirs. Et après, les relations diplomatiques qui ont été établies entre les États-Unis et la Chine, on est entré dans une période de paix qui avait plus d'échanges de feu. Et puis, comme la Chine a commencé à s'ouvrir, donc les échanges ont plutôt été concentrés sur des sujets économiques. Et donc, Taïwan, Singapour, Hong Kong a été, moi je pense, les trois principaux investisseurs en Chine, ce qui les a aidés à devenir maintenant cette puissance économique. Je me souviens un jour, j'avais discuté avec des Russes qui me disaient si la Russie avait des territoires comme Taïwan, Hong Kong, Singapour, s'il y a des Russes qui avaient établi des autres États à l'extérieur, eh ben la Russie serait
pas comme aujourd'hui, parce que ce qui manquait aux Russes, c'était des investissements étrangers, tandis que les Chinois l'ont obtenu. Et vous savez, Hong Kong... Investissement et aussi échange de cerveau. Oui, échange de cerveau, tout, parce que Hong Kong, Singapour, Taïwan, c'était les 3 des 4 dragons des années 80-90. Donc on les a vraiment enseignés comment s'adapter au système de capitalisme. Bon, malheureusement, la Chine communiste ne se souvient pas de ça et ont détruit la démocratie à Hong Kong et maintenant veut envahir Taïwan. Voilà, mais justement, comment vous expliquez cette montée de tension ces derniers jours ? Eh bien, je reviens de dire, je vous ai dit que parce que M. Xi maintenant veut changer le statu quo, et puis en plus, Taïwan est devenu d'une certaine façon... Tout le monde s'inquiète parce que là, il y a encore un background, c'est que la Chine se réarme très rapidement. Je crois, un amiral français avait témoigné que la Chine construisait plus de bateaux tous les 4 ans que la marine française. Maintenant, le nombre des bateaux les bateaux chinois ont dépassé déjà la marine américaine. La Chine se montre de plus en plus agressive. L'année dernière, ils ont fait un petit conflit contre les Indiens qui a causé une centaine de morts. Et là, donc, comme tout le monde s'inquiète de plus en plus de cette tension, les États-Unis, par exemple, les Japonais aussi ont commencé à regarder davantage Taïwan et puis établir des relations un peu plus profondes. Ce qui fait que les Chinois ils veulent montrer leur force en disant Taïwan, ça nous appartient, il ne faut pas que les Américains, les Français, comme M. Alain Richard, il ne faut pas que la France qu'on envoie des gens pour améliorer vos relations. Ils veulent tout à fait contrôler Taïwan. Je donne un exemple très typique. C'est que depuis le virus du Covid-19, Taïwan maintenant, on a fait une très bonne gestion, je parlais tout à l'heure, mais on est très en retard pour le vaccin. Et pourquoi on est très en retard ? C'est parce que les Chinois ont fait grosse pression sur les laboratoires étrangers pour que Taïwan n'obtienne pas de vaccin et qu'on obtienne uniquement des vaccins chinois. Ce qu'on ne veut pas. Donc, il veut contrôler Taïwan en disant à tout le monde « Mais regardez, la Chine peut s'occuper de Taïwan en donnant des vaccins. » Et donc, il empêche les laboratoires à nous vendre des vaccins. Heureusement, maintenant, on a réglé un peu ce problème. Mais c'est une façon pour vous dire comment la Chine essaie de tout contrôler sur Taïwan. Et pour un jour, bien sûr, pour eux, la meilleure façon, c'est d'intégrer Taïwan avec des moyens pacifiques. Mais s'ils ne peuvent pas, maintenant, ils nous menacent tous les jours en envoyant des avions de chasse militaires. Oui, effectivement, le président chinois Xi Jinping pense sur le temps long. C'est-à-dire qu'il a un objectif. Son objectif, c'est 2049. Pourquoi 2049 ? Parce que c'est le centenaire de la création de la République populaire de Chine. Ouais. Les sinologues disent qu'il y a eu 3 phases depuis 1949. Il y aura 3 phases. Avec Mao, c'était l'ère de la souveraineté. Avec Deng Xiaoping, c'était l'ère de la prospérité. Et Xi Jinping voudrait faire de son ère l'ère de l'hyperpuissance. Oui. Voilà, alors, effectivement, montée en puissance, course aux armements, je cite quelques chiffres, évidemment, Taïwan, 200 000 soldats, la Chine, 2 millions. Le budget, même ordre d'idée, 170 milliards de dollars côté chinois, Chine populaire, 10 milliards de dollars côté Taïwan. Donc vous voyez, c'est David contre Goliath. Pourquoi multiplication des tensions ? Il y a évidemment plusieurs facteurs. Le premier, c'est un changement de politique intérieure à Taipei, capitale de Taïwan. C'est-à-dire que nous avons eu l'élection en 2016 de Mme Tsai Ing-wen, qui est du Parti démocrate progressiste, qui est un mouvement qui n'est pas pour l'indépendance, contrairement à ce que les Chinois prétendent, mais qui est simplement pour le maintien du fameux statu quo. Ouais. Évidemment, Pékin a soutenu le parti opposé, qui est paradoxalement le Kuomintang, qui était le parti à l'origine de Chiang Kai-shek, mais qu'aujourd'hui est plutôt partisan d'un rapprochement avec Pékin. Donc, il y a une interférence dans la politique intérieure, donc une pression, une mise sous pression, en espérant que la population, ayant peur, fasse voter pour les candidats de Pékin. Le deuxième événement, ça a été la crise sanitaire. Vous avez bien fait d'aborder la question des vaccins, puisqu'on a vu, d'abord, je rappelle que c'est Taïwan qui a tiré la sonnette d'alarme, 31 décembre 2019. On avait alerté l'OMS et l'OMS, Genève n'a pas répondu. Ouais. Pourquoi ? Pour ne pas froisser la Chine. Ouais. Et après, on a eu une gestion
spectaculaire mais catastrophique de la crise à Wuhan et sur le continent, donc en République populaire de Chine, et particulièrement vertueuse et efficace à Taïwan, puisque, vous l'avez rappelé, moins de 10 morts au plus fort de la crise. Je dois vous rappeler, en mi-janvier, le secrétaire général, le président de l'OMS, M. Tedros, avait lui-même fait une conférence de presse en disant qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter que ce virus allait être transmis entre hommes et hommes. Et nous, qu'on avait entendu tout ça, la première mesure qu'on a fait, c'était de fermer les frontières avec la Chine. Oui, là, sous pression chinoise, M. Tedros, à l'époque, avait dit qu'il n'y avait rien à s'inquiéter. Donc, je pense que ce qui avait causé après tous ces... moi, je pense que c'est une des causes, après qu'il y avait tous ces désastres qui s'étaient produits. Je pense que c'est effectivement un accélérateur. Voilà, oui, un accélérateur. Ouais. Alors évidemment, le problème de fond reste le même, c'est-à-dire que la Chine, de toute façon, considère que Taïwan est une province et qu'elle doit réintégrer l'ex-empire du milieu. Un point, c'est tout. De la même manière, elle considère que la mer de Chine du sud et de l'est, c'est Mare Nostrum. C'est sa mer, c'est un lac intérieur. Et d'ailleurs, je rappelle que les frictions n'opposent pas seulement Taïwan et Pékin, mais aussi sur certains îlots contestés avec des pays voisins comme les Philippines, le Vietnam et le Japon. Je pense au Spratly, au Paracel, au Senkaku. Donc c'est véritablement, c'est pour ça que quand on parle d'une troisième guerre mondiale, quand on dit Taïwan sera peut-être le Sarajevo de la troisième guerre mondiale, ou le Danzig de la deuxième guerre mondiale, pourquoi pas? C'est pas faire du Nostradamus, ce n'est pas jouer les Cassandres, c'est simplement parce que tous les ingrédients sont réunis et le contexte est particulièrement volatile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et je pense qu'à Taïwan, on doit en parler beaucoup actuellement. Alors, tous les ingrédients sont réunis, je suis d'une certaine façon d'accord, mais aussi parce que grâce à, je vais dire, l'évolution de la technologie, je crois on attire beaucoup plus d'attention que le passé. Donc, ce qui peut garantir la stabilité de la région, c'est justement que tout le monde en parle. Et puis, en parlant, en regardant la situation de Taïwan, on envoie des signaux à la Chine, mais il faut faire attention parce que maintenant, tout le monde est pour le statu quo. Taïwan, Madame Tsai Ing-wen, ma présidente, Taïwan fait tout pour ne pas provoquer la Chine. Il n'y a pas de problème de question d'indépendance de Taïwan. Le nom de Taïwan, c'est la République de Chine officiellement. Et il n'y a aucun projet, aucune discussion qui s'oriente vers une déclaration de changement de nom du pays. Parce que, en effet, encore une fois, la République de Chine, on n'a pas besoin de déclarer de l'indépendance. La République de Chine a été née, tout à l'heure on l'avait dit, en 1911, avant la République populaire de Chine. La République populaire de Chine a été en 1949. Un État de 1949 accuse un autre État qui a été créé en 1911 de vouloir l'indépendance. C'est quand même ridicule. C'est tout ce qu'on dit chez nous. C'est vraiment trop ridicule. Et puis, ce mot-là se répète à chaque fois dans la presse étrangère. Nous, on ne sait pas comment l'expliquer. Vous savez, là, il y avait un sujet que Jean-Louis voulait me dire, poser comme question, la particularité diplomatique de la ROC, c'est la Republic of China, de la République de Chine, justement, c'est que la Chine a réussi à demander à le monde de nous interdire d'utiliser le mot République de Chine. En même temps, non plus Taïwan, parce que toutes les missions étrangères de Taïwan à l'étranger, c'est pas Taïwan, c'est interdit aussi. Moi, le bureau que je suis ici, c'est Taipei. C'est le bureau de la représentation de Taipei en France, et je ne peux pas le changer vers Taïwan. C'est une ville, c'est comme je nous disais, que c'est Paris. On vous refuse votre nom officiel, et on vous refuse aussi le nom que vous voulez posséder. On nous impose des tas de noms bizarres, Taipei chinois ou Taipei, Taïwan, Kimom, Matsu. Et donc, je crois, ce que la Chine veut faire, c'est vraiment carrément de nous faire disparaître. C'est-à-dire tous les liens qui est lié à je dirais des symboles étatiques, il le refuse et veut le faire disparaître. Alors, nous sommes un peuple qui veut comme survivre. Comment on fait alors? Comme le drapeau est interdit, l'hymne national est interdit, le nom est interdit. Ce qu'on fait, on se relie vers des valeurs. C'est quoi les valeurs? Les valeurs démocratiques, les valeurs de la liberté, des valeurs, tout ça, que nous partageons avec vous et que nous pensons que ce sera vraiment des valeurs pour toute l'humanité. À ce propos, je voudrais lire les mots de votre présidente, Tsai Ing-wen, le 10 octobre à l'occasion de la fête nationale. Voilà ce qu'elle a dit. « Je veux rappeler à tous mes concitoyens que nous n'avons pas le privilège de baisser la garde face à la montée de l'autoritarisme. Taïwan se trouve en première ligne de défense de la démocratie
démocratie. Voilà, c'est exactement ce que vous disiez. Voilà. Donc défendre la démocratie, et elle note quand même que vous n'avez pas le droit de baisser la garde. Alors, oui, il n'y a pas que ça. Je voulais encore dire la différence entre ce que Jean-Louis venait de comparer avec des conflits précédents. Taïwan, d'une certaine façon, est devenu la garde ou le grand défenseur des valeurs que nous pensons qui est nécessaire pour notre civilisation. Donc, à l'époque, quand on parlait de Sarajevo, tout ça, bien sûr, c'était bien, mais c'était vraiment plutôt entre nationalisme et territoire. Alors, tandis que Taïwan maintenant, sur tout ce qu'on voit de Taïwan, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est la liberté de la presse. On est très haut, hein, on est au même niveau que la France. C'est aussi le mariage pour tous qu'on a fait passer il y a l'année dernière. Donc, tous les valeurs nouveaux, c'est-à-dire les valeurs durables, c'est représenté à Taïwan. Et je pense, c'est en se ralliant sur ces valeurs-là qu'on va obtenir notre stabilité, notre sécurité et qu'on va obtenir le soutien du monde entier. Et c'est pour ça que le précédent de Hong Kong, justement, fait que Taïwan n'accepte pas cette logique de Pékin qui dit un pays de système. Oui. Puisque la rétrocession, puis ce qui s'est passé ces 3 dernières années, a prouvé que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionne pas. La Chine nous propose un pays de système qu'on garde notre démocratie, mais ça ne fonctionnera pas. Ils l'ont détruit à Hong Kong. Alors, pour défendre tout ça, on a quand même besoin, pour être réaliste, de l'armement pour se défendre. Et c'est pour ça que maintenant les tensions montent aussi, parce que Taïwan aussi veut se montrer. On est en train de construire notre propre sous-marin. On est en train d'acheter aussi des nouveaux avions de chasse pour protéger tous ces valeurs-là, parce qu'il ne faut pas non plus être trop naïf en disant en criant simplement la démocratie et la liberté, eh bien, il n'y aura plus d'invasion ou d'agression des autres puissances autoritaires. Et vous avez aussi besoin, vous le disiez tout à l'heure, d'être reconnu sur la scène internationale. Donc nous n'avons pas le droit de détourner notre regard de Taïwan. Taïwan qui est en première ligne de défense de la démocratie, c'est ce que nous avons pu comprendre pendant cet entretien. Merci beaucoup à vous deux. Merci Monsieur l'ambassadeur François Chichong-Wu et merci à vous Jean-Louis Tremblay. Merci Clémence, merci Jean-Louis. À la prochaine. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.